L'échiquier international, soyez les bienvenus. Le droit international est avec la Palestine. 143 États des 193 membres veulent qu'elle joigne à part entière l'Assemblée onusienne, c'est-à-dire que les droits et privilèges de l'État de Palestine vont s'élargir et la reconnaissance sera effective au seuil d'un combat de plus de 70 ans. Et on s'est posé la question aujourd'hui, et si finalement, ça ne serait pas Gaza et ses 35 000 martyrs officiellement qui auraient finalement délivré le monde de la dictature du silence. On en parle et c'est dans une poignée de secondes. Un combat diplomatique que de nombreux voulaient voir de leur vivant. On a été, soyons mesurés, c'est une victoire symbolique, mais victoire tout de même, celle qui arrive après un long processus, un processus de la reconnaissance de l'État de Palestine par l'ONU. Forcément, sera un écho sur le conflit actuel, également sur l'occupation sioniste et surtout sur les camps des universités occidentales. Vous l'avez vu sans doute lors du point d'information, c'est des universités qui sont traversées par un phénomène de conscientisation et de solidarité avec les droits des Palestiniens. Eh bien, on en parle avec vous. Ariella Aïcha Azoulay, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous présentez, Ariella? Vous concentrez tellement de casquettes. Tout d'abord, enseignante à Brown University aux États-Unis, enseignante de théorie politique, mais également d'art visuel. Vous êtes également auteur, historienne un peu. Merci d'être des nôtres. On a beaucoup de sujets à voir avec vous ce soir. Je vous remercie d'être des nôtres encore une fois. Avec plaisir, plaisir d'être à la télé algérienne. Alors commençons, si vous le voulez bien, par ce vote à l'ONU. Ce sont plus de 143 États membres qui veulent que la Palestine rejoigne l'Assemblée nationale des Nations unies. Cela veut dire que l'entité sioniste ne sera pas l'occupant d'un territoire de statut indéfini, mais l'occupant d'un pays de l'ONU, donc un pays souverain. Quel est tout d'abord votre premier commentaire ? C'est le moindre qu'on pouvait attendre de cette organisation qui a été en fait créée au courant de la Deuxième Guerre mondiale et justement a permis la destruction de la Palestine, puisque la Palestine a été détruite en 1948 pour la transformation d'une colonie sioniste en Palestine en État souverain. Et puis l'Union a été créée en 1944-1945 et déjà en 1949, l'Union a reconnu l'État d'Israël comme un État qui aime la paix. Donc le moindre qu'on pouvait attendre au bout d'autant d'années, c'est justement que l'Union permette la transformation de la Palestine dans un autre État, dans une autre situation qui est d'être occupé par un régime génocidal, qui est le régime israélien depuis le début, depuis la Nakba en 1948. Alors naturellement, le vote de l'ONU n'arrêtera sans doute pas le massacre en cours, on l'espère, mais sans doute l'entité sioniste est dans l'impasse, et ce à tous les niveaux. On a vu une illustration hier par l'ambassadeur sioniste qui a fait son show en mettant la charte des Nations Unies dans une mini-broyeuse. Les États-Unis ont voté contre, comme d'habitude, contre la résolution. L'entité sioniste donc est au banc de la communauté internationale et pourtant le gouvernement de Washington continue de l'appuyer. Comment vous l'expliquez, vous qui résidez et enseignez aux États-Unis ? Comment j'explique que les États-Unis continuent à supporter Israël, vous voulez dire? Exactement. Je pense que peut-être on peut reformuler la question, puisque ce n'est pas seulement soutenir l'État d'Israël, c'est en fait financer et envoyer les armes pour que l'État d'Israël puisse mener ce génocide. Sans cette aide en finance, en argent et en armes, l'État d'Israël ne pouvait pas perpétrer ce génocide pendant autant de jours. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a ici une sorte de complicité entre l'Occident et l'État d'Israël, en fait depuis le départ, depuis 1948, puisque si on revient un peu en arrière, si on revient à la fin du 19e siècle, le mouvement sioniste, il était un mouvement marginal parmi les Juifs au monde entier. Revenons à l'Algérie, par
exemple, où il y a eu des Juifs, les Juifs n'ont pas ouvert leurs portes aux sionistes. Ils ont essayé justement de chasser les sionistes qui sont venus chez eux. Donc, ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Europe voulait s'absoudre, voulait aller au-delà de ces crimes contre les Juifs, contre les Gitanes et contre d'autres peuples, contre les communistes, l'Europe et les États-Unis ont commencé à soutenir les mouvements sionistes et en fait à faire de ces mouvements un mouvement qui va devenir un État impérial qui en fait a été créé sur les ruines de la Palestine qu'ils ont détruit juste au lendemain de l'UNO, de la résolution de l'UNO pour la partition de la Palestine. Et cette partition de la Palestine, c'est en fait le début du support occidental des États-Unis et de l'Europe dans ces projets qui n'auraient pas à devenir, qui n'auraient pas eu, ne devraient pas se réaliser justement. La Palestine devait exister et puis ce qu'on a vu hier avec l'UNO, c'est un début d'une petite justice envers ça. Alors, Ariella Aïcha Azoulay, voilà, Ariella Aïcha Azoulay, vous êtes également une théoricienne des arts visuels, notamment vos recherches ont porté sur notamment le rapport du pouvoir politique et son écho dans la fabrication et la circulation des images contemporaines. Est-ce que, selon vous, l'Occident a définitivement perdu la guerre des images, malgré son arsenal dans ce domaine, avec des grandes chaînes d'information, de grands journaux? Est-ce que pour vous, la guerre des images est définitivement perdue de la part des Occidentaux? Alors, la guerre des images, j'aime pas trop ce terme, puisqu'on parle comme si la guerre des images, elle est séparée des autres guerres. Je pense que l'Occident a perdu la guerre. Est-ce qu'il va vraiment être échu? Est-ce que tous les armements qui sont mobilisés vont être à l'arrêt? Ça, on ne sait pas. Mais ils ont perdu l'histoire. Ils ont perdu l'histoire qu'ils ont essayé d'imposer depuis 45, en fait. L'histoire qui est liée à cette idée d'un nouvel ordre mondial qu'ils ont imposé partout. Et ce qu'on a vu justement avec l'UNO, je reviens à l'UNO, c'est que le monde est couvert aujourd'hui par 192 pays, États-nations, tandis qu'en 45, on n'avait pas autant. Donc cette idée de décortiquer, de fragmenter le monde, de détruire des régions entières par la colonisation et de créer ensuite des États-nations qui sont faibles et qui sont obligés en fait d'être roulés, d'être gouvernés par cet ordre global, cette idée, cette conception, ce nouvel ordre a échoué et c'est pour ça qu'on voit des millions dans la rue. Chaque semaine, on voit cette résistance énorme à travers ces mouvements de campement, mais ça a commencé avant les campements, ça a commencé vraiment au tout départ du génocide, avec des grèves de la faim dans différentes universités, avec un essai d'occuper les immeubles de l'administration, justement de forcer les universités de changer leur attitude, puisque les universités en Amérique, mais aussi à travers la privatisation dans d'autres endroits dans l'Occident, les universités sont investies aujourd'hui dans toutes ces compagnies d'armes. Une grande partie de l'argent des universités est investi dans les compagnies d'armes et elles bénéficient de cet argent qui revient chez eux. Et justement, les mouvements des étudiants appellent aux universités de se désinvestir des compagnies d'armes et d'Israël et en général de tout ce qui a un rapport avec le génocide. Donc, je pense, si tu veux, que les millions qui sont dans la rue et ces grands mouvements dans les universités, c'est l'expression massive de l'échec de cette conception et aussi l'échec de la propagande, que depuis 1948, en fait, avec la création de l'État d'Israël, qui a été à nouveau, je répète, soutenu par l'Occident, il y a eu une narrative qui a été imposée et qui a fait que, soi-disant, l'État d'Israël représente tous les Juifs et, soi-disant, l'État d'Israël, c'était un projet de libération du peuple juif après l'Holocauste. Et ça, c'est une propagande totale qui a permis justement de négliger la Palestine
Palestine et a permis à Israël, pas seulement maintenant avec ce génocide, mais pendant des décennies, a permis à Israël justement de rendre impossible la vie des Palestiniens, de les déposséder de leur terre, les déposséder de chaque infrastructure qu'ils arrivaient à créer. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le génocide, on voit ça en direct. On voit comment Israël procède, mais ça n'a pas commencé hier, ça n'a pas commencé en octobre. Alors, on a vu aussi également beaucoup de juifs, notamment des juifs américains, défendre, manifester pour la solidarité de la Palestine. On a vu également des étudiants juifs américains, mais également des étudiants juifs allemands passés à tabac à la sortie des campus. Ils arboraient une kippa aux couleurs de la pastèque. La pastèque, ça représente la Palestine, la terre de Palestine. Mais déjà en 2017, un rapport publié par le Brand Israel Group, une organisation spécialisée dans la veille de l'image d'Israël, alerté sur le divorce, une désaffection des étudiants juifs avec l'entité sioniste et une sympathie croissante pour le combat des Palestiniens. Est-ce que vous le ressentez, vous qui êtes aux États-Unis ? Oui, ben alors tout d'abord, il faut dire que je suis une juive antisioniste qui est très fière de l'être. Et justement, je pense que bien qu'on voit aujourd'hui une masse de juifs et de juives antisionistes, il faut se rappeler que les antisionismes, c'était quelque chose de très très fort parmi les juifs. Soit l'antisionisme, soit d'être non-sioniste, d'être totalement indifférent au mouvement sioniste. Mais c'est justement à travers l'État d'Israël qu'ils ont forcé, depuis des décennies, ils ont forcé tous les juifs à être représentés par l'État d'Israël et par une affiliation sioniste. Et tous les autres voix antisionistes ou non-sionistes ont été silenciées pendant des décennies. Alors je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est justement l'émergence des juifs et des juifs qui disent « Nous sommes très fiers de notre héritage, vous les sionistes et l'Occident, vous nous avez volé nos histoires plurielles. » Je peux dire que moi, je suis d'une part une juive palestinienne et de l'autre part, je suis une juive algérienne. Mes ancêtres ont vécu en Algérie depuis des siècles, pour ne pas dire depuis 2000 ans. Et puis, cette histoire-là m'a été volée, puisque l'État d'Israël, sa création, a en fait rendu impossible la vie des Juifs comme les frères et les sœurs des musulmanes dans les pays musulmans, dans le monde juif musulman, du Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord. Alors Israël nous a volé nos histoires, l'Occident nous a volé nos histoires en racontant que pour notre sécurité, il faut tuer des Palestiniens. Pour notre sécurité, il faut démanteler les mouvements de campement dans les campus. En fait, il abuse nos histoires et il raconte qu'il agit pour nous, à notre nom, mais c'est pas vrai. En fait, ces gens qui disent qu'ils battent, qu'ils luttent contre l'antisémitisme, ils luttent contre quelque chose qu'eux-mêmes ils inventent, et par ces actes, ils sont en fait contre nous, puisqu'ils continuent à nous dépriver de nos histoires plurielles, et nos histoires plurielles, justement, étaient vivre avec des musulmans et des arabes partout dans ces mondes-là du Moyen-Orient à l'Afrique du Nord, et un monde qui est l'État d'Israël, est venu après la colonisation française et après la colonisation britannique, est venu justement pour faire effacer cette histoire et pour effacer la possibilité que ce monde existe. Justement, Ariella, ce que vous racontez, c'est peut-être une histoire un peu méconnue. On nous raconte aujourd'hui, les sunnistes nous racontent que les musulmans, les arabes et les juifs se détestent, et ça a toujours été le cas. Mais on se rappelle, dans les années 50 ou 60, la communauté juive en Irak, en Syrie, même en Égypte, avait été victime d'attentats, et on s'est rendu compte que c'était le Mossad qui commettait des attentats pour justement encourager les Juifs de rejoindre l'entité sioniste et de démontrer qu'il y avait une haine naturelle entre les Arabes et les Juifs. Ça a été démontré, on sait que le Mossad était derrière ces attentats, alors qu'on les mettait au départ sur le dos de certaines organisations dites extrémistes.
Tout à fait. Ce qu'on voit, si tu veux, depuis, je pense, après la Deuxième Guerre mondiale, mais peut-être ça remonte aussi en arrière, ce qu'on voit, c'est le monde occidental essaye, en fait, il a réussi avec l'État d'Israël, justement de passer à son ennemité envers les Arabes ou les musulmans, qui a une histoire, toute la croisade, passer aux Juifs et effacer l'histoire de convivialité entre Juifs et musulmans, qui a une très très longue histoire. Bon, l'histoire de l'Espagne, bien sûr, qui s'est arrêtée quand on a vu la naissance du premier État chrétien blanche à l'Espagne et le Portugal. On revient au XVe siècle. 1492. Oui. Et puis, les Juifs et les musulmans, en fait, sont atterris dans l'Empire ottoman de l'époque, et puis ils ont vécu ensemble. Mais en fait, il faut se rappeler aussi que depuis la naissance de l'islam connaissait pas un monde sans juifs. Les juifs ont toujours fait partie du monde islamique. Ils ont été protégés comme un collectif, pas comme des individuels, avec bien évidemment aussi des avantages, mais ils ont été protégés sous la loi du dhimmi. Et puis, toute cette histoire a été effacée justement pour inventer une tradition judéo-chrétienne qui n'a jamais existé. Le fameux choc des civilisations. Oui. Alors, je pense qu'une des questions qu'on doit se demander aujourd'hui, bien évidemment, d'abord, il faut tout faire pour arrêter le génocide. Ensuite, il faut tout faire pour décoloniser la Palestine ou pour voir une Palestine libre. Mais aussi, il faut se demander comment ça se fait qu'on a été, là je parle à nous, juifs et musulmans, on a été dépossédés de notre héritage, qui est un héritage assez extraordinaire. Alors, on va en parler. Votre père, justement, est né à Oran et vous avez beaucoup travaillé sur la relation entre la communauté musulmane et la communauté donc, juive et la communauté algérienne plutôt, durant la colonisation française, des Juifs et des Algériens qui vivaient ensemble. C'était avant le décret Crémieux de 1870 qui a donc séparé d'une certaine manière les Juifs et les Algériens. Est-ce que vous avez beaucoup critiqué les rapports des historiens sur cette question-là? Est-ce que vous pouvez nous en parler et donner, selon vous, votre lecture de cette séquence qu'on ne connaît peut-être pas très bien? Oui, avec plaisir. Alors justement, je pense que les décrets crémiers arrivent beaucoup plus tard que l'histoire qu'il faut raconter. Allez-y alors. Puisque le décret crémier, il arrive après que les Français ont fait beaucoup de choses pour détruire la communauté juive, la communauté musulmane et la convivialité judéo-musulmane. Quand les décrets crémiers arrivent, c'est déjà après que la France a imposé, par exemple, le consistoire. Consistoire, c'est en fait une organisation centrale qui a séparé la religion de tout autre aspect de la vie et qui a en fait forcé même les communautés plurielles juives en Algérie de les identifier par cette organisation centrale. Ça, c'était la première attaque, je pense, sur la diversité juive en Algérie. Et puis, je pense qu'aussi bien les Algériens juifs que les Algériens musulmans ont souffert à travers la colonisation depuis le départ, depuis 1830, ils ont souffert des processus de désalgérisation. Donc, quand on arrive désalgérisation, ça veut dire l'état civil qui a été imposé, la destruction du système des noms, la destruction du rapport à la terre, la destruction de la cosmologie, la destruction de la religion, pas comme une sphère à part, mais la religion comme un système de lois qui a organisé la vie. Tout ça a été détruit et remplacé par des instituts et technologies de gouvernementalité français depuis le départ. Le décret Crémier arrive en 1870 et en fait, il force aux Juifs d'oublier qu'ils sont Juifs. Ça, c'est un processus que la France a déjà commencé par rapport aux Juifs en France à la fin du XVIIIe siècle, le lendemain de la Révolution française, sous le titre de l'émancipation. Mais l'émancipation, c'est en fait le projet français d'intégration ou d'assimilation. Ça veut dire oubliez que vous êtes musulman, oubliez que vous êtes juif et soyez comme nous. Mais les juifs et les musulmans ne pouvaient jamais être comme les Français
Et peut-être qu'il ne voulait pas non plus, puisqu'il ne voulait pas perdre les rattachements à leur communauté. Alors je pense que quand le décret Crémier arrive, bien évidemment, il légalise ces processus de francisation ou d'algérinisation. Mais il ne faut pas oublier que malgré cette attaque par la loi en 1870, les Juifs continuent à faire partie de l'Algérie. Ils continuent à être algériens. Il y a ceux qui s'assimilent plus facilement ou qui veulent s'assimiler, mais il y a les autres qui restent jusqu'en 1962 des Algériens et qui appellent le moment où ils doivent quitter leur pays ancestral. Une autre chose qu'il faut ajouter au Crémier qui est très très important, le Crémier c'est en 1870. 5 ans avant, en 1865, on a les senatus consuls qui en fait invitent les musulmans et les juifs de devenir citoyens s'ils font l'appel. Mais il n'y a que 300 juifs et musulmans qui font appel à la citoyenneté et qui deviennent citoyens. Et puis, 5 ans après, les Français imposent sur tous les Juifs de devenir citoyens. Mais 5 ans avant, ils ne le voulaient pas. Alors Ariella, vous le dites vous-même, la communauté juive en Algérie était diversifiée, était beaucoup plus alambiquée qu'on le présente. Il y avait aussi des Juifs qui étaient pour la colonisation en Algérie, par exemple les Bouchner Bakri qui ont profité de la dette du blé pour encourager le colonialisme. On a certaines familles, par exemple, qui ont perpétré aussi des massacres. C'est très compliqué aussi de résumer la communauté juive algérienne avec un simple résumé. C'est beaucoup plus complexe qu'on le présente. Tout à fait. Il faut se rappeler aussi que le colonialisme du peuplement ne travaille pas sans forcer ou sans avoir ou trouver des collaborateurs. Alors bien sûr qu'il y a eu ces familles que tu avais mentionnées, il y a eu d'autres parmi les juifs, parmi les musulmans qui ont collaboré avec les Français depuis le départ. La condition harki, c'est pas nouveau, le colonialisme du peuplement ne peut pas travailler avec. Mais justement, je pense qu'une des tragédies des juifs de l'Algérie, c'est que ces familles-là, où c'est la centralisation de différentes communautés juives en Algérie à travers le consistoire et à travers des autres appareils, ont permis en fait aux Français de parler comme s'il y a quelques familles juives ou quelques représentants juifs qui peuvent représenter l'intégralité des juifs en Algérie. Et justement, on a dit, oui, les juifs voulaient devenir citoyens français, mais quand on lit l'histoire, quand on lit les documents, quand on voit ce qu'ils ont fait, ils ne voulaient pas devenir des citoyens français. Il y a eu bien sûr une minorité. Quand on dit que tout le monde, tous les juifs voulaient se battre avec la France à la Première Guerre mondiale, ça c'est un autre cliché que les historiens se répètent. Justement, quand on lit l'histoire, quand je regarde mon grand-père par exemple, qui était anarchiste, qui était communiste avant la Première Guerre mondiale, lui, il a déserté. Il n'est pas allé à la Première Guerre mondiale. Alors, quand on cherche un tout petit peu, on peut justement démanteler ces clichés sur les Juifs qui se basent sur cette idée de représentation, tandis que les Juifs n'ont jamais eu de représentants avant la colonisation. Et bien évidemment, la colonisation, pas seulement française, mais ensuite la colonisation des Juifs du monde entier par le sionisme. Le sionisme, il a détruit la Palestine, il a colonisé les Palestiniens, mais il a aussi colonisé les Juifs, puisqu'il s'est mis comme les représentants du peuple juif, et justement l'Occident l'avait reconnu. C'est exactement ce que fait Netanyahou aujourd'hui quand il parle au nom de millions et de millions de juifs de par le monde. Et lui, il joue un peu sur ça pour dire que vous êtes menacés, je me bats pour vous, venez dans mon sanctuaire, entre guillemets, pour éviter, entre guillemets, l'antisémitisme. On joue sur les peurs. Oui, bien sûr. Sur les peurs, le mensonge, la propagande... C'est la propagande sioniste que vous avez décrite, qui ne date pas d'hier ni d'avant-hier, mais du siècle dernier, voire de plusieurs siècles, puisque vous êtes revenu à l'Espagne, l'Espagne durant Elisabeth la catholique de 1492. Ariella, merci beaucoup. Avec vous, on a parlé d'histoire, on a parlé de politique, on a parlé du présent. On a un peu, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais j'espère que à l'avenir, on parlera du futur et de la paix. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
On va se rencontrer en personne en Algérie. Je l'espère. Vous êtes la bienvenue, Ariella. Vous êtes la bienvenue. Merci. J'arriverai en Algérie un jour. Allez, à bientôt, Ariella. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour l'échiquier international du jour. Je rappelle que vous êtes enseignante à l'Université de Brown aux États-Unis et on vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt, chers téléspectateurs. L'échiquier international du jour est terminé. Je vous laisse avec la suite de l'information sur Al 24 News et je vous dis à demain.